Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre balado-diffusion dédiée exclusivement aux arts martiaux mixtes. Benoît Baudouin en compagnie de Patrick Côté, j'espère que vous allez bien. Pat, toi ça va? Très, très bien. Excellent. Passez belle forme. bonne fin de week-end. Oui. Moi, je t'ai vu samedi soir pour la présentation de l'UFC du côté de Raleigh en Caroline du Nord. C'est un bon show. Honnêtement, ouais. Ouais. Honnêtement, ouais. On va en parler pas mal au cours de la prochaine heure. On va revenir également sur Bellator de la semaine dernière, Bellator 238. On n'en a pas beaucoup discuté dans notre podcast de la semaine passée. On en a discuté vraiment brièvement, mais ça aussi, c'était une très bonne carte. Une longue carte. C'est long. Ben ouais, les Bellator en général. Il y a 16 beaucoup combats. C'est ça, beaucoup de combats. Ouais, c'est comme ça tout le temps. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Non, moi- 16 combats. Puis en plus, le delivery, il n'est pas vite. Là. Il y en a des annonces là, quand on écoute Bellator. Je trouve que c'est ça leur grosse faiblesse. là. C'est dur de rester de 1 pendant 16 combats. Ben, là, c'est sûr qu'ils ne présentent pas 16 combats à la télé, mais quand tu es sur place, là, je veux dire, c'est long là, en maudit. Puis à la télé, le rythme est lent. C'est un peu Très moins lent. puis depuis, sauf erreur, c'est un peu moins pire sur DAZN, Ouais. là, à cause qu'il y a moins d'autopromo. Là, quand Exact. Avant, c'était l'enfer. Avant, c'était l'enfer. Puis il faut lever notre chapeau parce que l'UFC a réglé ce problème-là. Il y avait un certain problème aussi de rythme. Depuis que c'était à ESPN, comme les galas de cette fin de semaine, là, ça roule. Là. Mais surtout, quand c'est pas des pay-per-view, on a baissé, on a mis l'heure à 9h ou 8h. On commence plus à 10h les cartes principales. Fait que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, même les cartes ordinaires, en guillemets, là, les pas pay-per-view, ils finissent pas à 2h du matin. C'est ça. Ça peut finir à 11h, 11h30. là. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, pour le téléspectateur, en tout cas, c'est et probablement pour la personne sur place aussi, les temps morts quand tu es dans un amphithéâtre, c'est jamais bon pour personne. Donc, on va revenir sur ces deux galas-là de la semaine passée, toute l'actualité des arts martiaux mixtes. Aussi, il y a une espèce de mini controverse là, qui est arrivé sur les arts martiaux mixtes. En tout cas, là, Explosé. qui explosé. Ouais. Surtout chez nos amis américains. là, C'est l'histoire de Stephen A. Smith, commentateur américain du réseau ESPN, qui est allé de commentaires assez durs envers Donald Cerrone pour son dernier combat, sa défaite contre Conor McGregor. Ça n'a pas fait plaisir aux amateurs, ça n'a pas fait plaisir à certains combattants, ça n'a pas fait plaisir aux fans purs et durs de l'UFC. Mais bon, j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus. Ouais. Là. Les gens disent que si tu sais pas de quoi tu parles, en gros, le message là, qui ressort le plus souvent, c'est si tu sais pas de quoi tu parles, dis rien. J'ai hâte de savoir si tu es d'accord avec ça. Je vais garder ce que j'ai à dire pour c'est le bon. sujet de tantôt. C'est bon. Revenons sur UFC du côté de Raleigh. Curtis Blade contre Junior Dos Santos, c'était le combat final. Curtis Blade, qui n'a fait, en tout cas, une très très belle performance en fait. On savait que c'était un bon combattant au sol. N'a pas réussi à amener ce combat-là au sol parce que Dos Santos s'est bien défendu. Mais au niveau du combat debout, Blades a prouvé là, qu'il avait vraiment atteint un autre niveau, qu'il s'était vraiment amélioré dans cet aspect-là. Et là, ça fait de lui vraiment un combattant complet. Il a passé le KO technique à Dos Santos au deuxième round. Oui, il avait tellement peur de se faire amener au sol de Santos que ses mains étaient tout le temps basses pour essayer de remonter Curtis Blade lorsqu'il rentrait. Blade a fait quelques tentatives de rentrer dans les jambes vraiment mauvaises, là, on va se le dire. Là. Il était vraiment trop loin et ça n'a pas marché. Mais de toute façon, il a pincé debout. Puis Blade il était 4e, Dos Santos était 3e. Là, c'est sûr, avec une grosse victoire de la sorte, on aimerait bien avoir un title shot. Mais le problème là-dedans, là, c'est que on ne sait pas quand Stipe Miocic va revenir à la compétition. Là, il vient de se faire réparer un œil, je pense, ou quelque chose comme ça. Et là, celui-là qui est en avant de lui, eh bien, c'est Francis Ngannou qui l'a knocké à 3 combats parce qu'il est sur 3 victoires de suite. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Moi, sais-tu ce que j'aurais aimé? Moi, j'aurais vraiment aimé ça, que Curtis Blade là, prenne le micro et qu'il demande à Daniel Cormier, toi, ça te tente pas?
Ouais. Si j'attendais, parce que j'étais là, ça serait tellement Parce cool. que c'était là. Daniel Cormier Ben qui oui. faisait l'analyse sur les abords de l'octogone. C'est lui qui faisait des entrevues avec les combattants aussi. C'est vrai, ça aurait été un beau moment de télé. Ça aurait été drôle. Ben, finalement, Daniel Cormier, ceux qui ont suivi après les commentaires, et bien, Daniel Cormier a lancé un défi encore à Stipe Miocic. Il dit, fais les bonnes choses. T'es un gars, t'es un pompier, tu fais tout le temps les bonnes choses. Donc, donne-moi un troisième combat. Mais pour revenir à Curtis Blade, écoute, là, il commence à se placer dans une position assez dominante. C'est il fait un peu partie de la nouvelle génération des poids lourds aussi. Un combattant qui est complet. C'est lui qui a le record de tous les temps de l'histoire des amenés au sol dans les poids lourds. Là, dans le fond, on parle à Randy Couture, on parle à des gros bonhommes comme Brock Lesnar, mais c'est pas eux autres. C'est Curtis Blade qui a le plus d'amenés au sol dans l'histoire de l'UFC. Les gars qui avaient, c'est ça, Randy Couture, un ancien lutteur. Tu te dis, ce gars-là doit avoir un certain record. Un gars comme Frank Mir qui a été champion, qui était très bon au sol. Comme Mike Kerr. Brock Lesnar aussi était un bon lutteur. C'est ça, mais même des Mike Kerr, là, on remonte très très loin. Mais tu sais, c'était des poids lourds, des machines à amener le monde au sol. Mais c'est Curtis Blade qui a les records. Curtis Blade, tu le dis, c'est ça, il a 28 ans. Lui, il rentre dans son prime, là, comme on dit en jargon sportif. Là, il est au sommet là, de sa forme physique, de sa forme de combattant. Là. C'est sûr que les carrières de combattant... Dos Santos, par exemple, a 34 ans. Stipe Miocic a 37 ans. Daniel Cormier a 41. On peut allonger ça de plus en plus, mais à 28 ans, et Curtis Blade l'a dit après ça dans ses entrevues, il dit, j'ai pas de temps à perdre, moi. Là. Je suis dans le moment où je dois avoir mes gros combats. Je mérite mon combat de championnat. Et il s'en est, lui, un peu pris à Stipe Miocic en disant... écoute, si tu te bats pas, puis si tu défends pas ta ceinture, ben laisse-la, puis nous autres, on va s'en occuper. C'est une grosse question monétaire, là, la chose avec Stipe Miocic maintenant. Là. Écoute, on ne sait pas ce qui va arriver. Et tu en parlais des âges des combattants des poids lourds. C'est une catégorie qui sont tous vieux. Quasiment, là. Puis ils sont à la fin de leur carrière. Ouais, parce qu'on dit, Blades, on dit que c'est un jeune poids lourd, mais il a quand même 28 ans. C'est ça, mais toutes les autres là, sont proches 40. Il y a des gars, c'est des gars qui ont fait des guerres là, incroyables. Là. Junior Dos Santos, là, il s'est fait... Il y a 34, mais il y a le corps d'un gars de 42. Le fighting age, comme on appelle, là, il en a fait des guerres. Là. Puis les autres, quand tu perds ton menton, en général, c'est pas bon, mais dans les poids lourds, on va te dire de quoi ta carrière est pas mal finie. Là. Puis lui, on sait qu'il misait sur sa grosse uppercut en arrière, puis tu le voyais, là, il craquait, puis il attendait, c'était prémédité au bout. Puis finalement, il n'a jamais été capable de la passer. C'est intéressant que tu dises ça parce que, revenons brièvement sur le combat là, en tant que tel. On t'a expliqué comment ça s'est passé, mais ça explique peut-être pourquoi les amenées au sol de Blades n'ont pas été très insistantes et c'est peut-être pas ça le plan de match au final parce que, veux pas, si tu essaies d'aller chercher le corps, d'aller ceinturer le corps, de te lancer vers l'adversaire en sachant que Dos Santos, il craquait son gros uppercut. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'aller se mettre la face là, juste en 100%, face. 100%. Puis comme je disais au début, là, il se tenait très très bas, les mains basses. Il était prêt à se défendre contre les amenés au sol, puis l'uppercut pouvait partir vite. C'est ça. Mais la combinaison qu'il a faite, là, Curtis Blade, était parfaite. C'était by the book, c'était parfait. Une droite directe au menton. Puis après ça, Dos Santos n'a pas été capable de revenir par la suite. Là. Et là, non seulement c'est ça. Blades veut son combat de championnat, mais là, tu l'as dit, Francis Ngannou qui est devant lui dans les classements. Il y a Francis Ngannou et Daniel Cormier. Et Daniel Cormier. Tout le monde s'entend pour dire que... OK. Cormier a dit qu'il devait avoir une réponse claire et nette de Stipe Miocic s'il allait avoir un combat, le troisième combat de la trilogie avant l'été. Sinon, il allait considérer de prendre sa retraite. Il dit, Daniel Cormier ne va pas se battre si c'est pas pour la ceinture des poids lourds. Je te le dis, il aimerait ça le savoir d'avance parce qu'il doit peser pas loin de 300 livres, Daniel Cormier. Il est énorme. Tu le trouves pas en shape? Il est énorme. Là, fait que c'est sûr qu'il veut le savoir pour se remettre en forme, là, je pense bien. Et là, comme Pat l'a dit, Stipe Miocic, aux dernières nouvelles, a dit s'est fait opérer à un œil. Il dit il faut qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y ait pas de danger pour sa vision, sa santé à long terme, sa vision à long terme. Donc, on va attendre plusieurs mois. Son agent a dit d'ici le mois de juin, on devrait savoir s'il est en mesure de se battre. S'il dit oui, je suis capable de revenir à la compétition au mois de juin, ça veut dire quoi? Un retour au mois de septembre? Ça va faire plus qu'un an qu'il ne se sera pas battu. Il y a des décisions que l'UFC va devoir prendre. Je comprends que le gars il est blessé.
Ouais, mais d'un autre côté, tu peux pas non plus bloquer une division en otage, bloquer la division complète. Ben, t'as raison. Moi, là, ça serait 1 an. Ben, blessure, pas blessure, peu importe. Tu peux pas, si t'as pas défendu ton titre dans 1 an, dans la première année que tu l'as gagné, on devrait te l'enlever. C'est plate, des blessures, ça arrive. Tout le monde se blesse. Quand tu es champion, ben, tu te dois de répondre à la demande. Tout le monde te court après. Ben, c'est plate, mais c'est ça. Tu étais dans le rôle inverse. Quand tu cours après le champion, quand c'est rendu toi, ben, il faut que tu défendes ton titre. Il faut que tu sois un champion actif. Puis, écoute, il y a des combattants. On pense à Cain Velasquez. Cain Velasquez, qui était un de mes combattants préférés, mais ça a été le champion le moins actif de toute l'histoire. Il était tout le temps blessé, sauf qu'on lui laissait la ceinture parce qu'il n'y avait pas vraiment de politique là, pour enlever la ceinture s'il était inactif. Mais je pense, moi, 1 an, dépendamment des blessures, là, on s'entend, là, mais je veux dire, à un moment donné, les autres poussent en arrière, puis ça te prend un roulement. T'as pas le choix, là, mais ça prend un roulement là-dedans. Ben, des gars qui ont raison de vouloir une chance au titre, qui l'ont mérité là, à un moment donné. Blade. C'est sûr que Blade a perdu 2 fois contre Francis Ngannou. Donc, s'il devait dépasser Ngannou dans un combat de championnat, ça pourrait être mal vu. Je pense que ça va se décider. C'est bientôt, là, ce mois de février, si je ne me trompe pas, que Ngannou va affronter Jairzinho Rozenstruik. Ouais, c'est bientôt. Là. Donc, ça aussi, ce combat-là va nous en dire long sur ce qui va se passer par la suite dans la division. Là. Ouais, puis admettons, Ngannou gagne. Là. C'est ça. Je comprends de ne pas être intéressé à avoir 28 mars. Mais ça, je comprends de ne pas être intéressé à avoir un 3e combat face à... Il l'a battu 2 fois au premier round. Face à Blade. Il l'a déjà battu, il l'a knocké 2 fois au premier round. Donc, c'est sûr qu'avec une victoire de Rozenstruik, comme la nouvelle coqueluche qui est arrivée des poids lourds, ben, il va s'asseoir et il va attendre son combat de championnat du monde. Je ferais exactement la même chose, moi, pour lui, là, si j'étais à sa place. À la place de Ngannou, hein, c'est ça. Oui. Et si jamais Rozenstruik devait l'emporter contre Ngannou, ben là, on pourrait peut-être faire un Blade Rozenstruik pour l'aspirant numéro 1 qui va affronter éventuellement le champion, que ce soit Cormier ou Miocic. En tout cas, tout dépend de Stipe Miocic, en fait. Et là, il ne faut pas oublier qu'il a dit il est intéressé lui par un combat en boxe contre Tyson Fury. Apparemment, les 2 gars se sont vus à l'UFC 246, se sont parlé. Mais bon, c'est loin d'être fait. Là. Mais pour Stipe Miocic, il va se faire mal. Ah, il va se faire mal. On va se le dire. Tyson Fury, là, c'est tout un boxeur quand même. Là. Voyons donc, c'est sérieux. C'est même pas... De 1, c'est pas le même sport. De 2, c'est loin d'être le même calibre. Là. Oublie ça. Là, dans le sport de la boxe, là, oublie ça. Il va se faire mal. Pour un coup d'argent. Pour un coup d'argent, Miocic va y aller, c'est sûr. Parce que se battre en pay-per-view contre Tyson Fury, ça va être plus payant que se battre en pay-per-view contre Daniel Cormier. Peut-être, mais c'est parce que tout le monde, là, les boxeurs, là, ont comme vu là, McGregor faire 100 millions contre Mayweather. Là, mais c'est sûr que Miocic, là, à la boxe, va pas attirer autant. Non, mais s'il fait 1 million, il va faire plus que ce qu'il va faire à l'UFC. Peut-être, mais je dis, ça t'intéresse de regarder ce combat-là, tout de boxe? Non. Pourquoi que le combat de boxe a été intéressant, McGregor et Mayweather? C'est parce que c'était 2 grandes gueules. C'est le building. Le monde voulait voir l'histoire autour du combat. Tout le monde s'en foutait du combat. C'était le monde, les conférences de presse, comment ça allait brasser. Puis pour ça qu'on en a fait 4 de suite. Il en a peut-être fait 2 de trop. Là. Ouais. Mais quand même, c'est ça que le monde voulait voir. Hey, tu mets Tyson Fury face à Stipe Miocic, une conférence de presse, là. Fury est capable. Non, Fury va parler tout seul. C'est ça que je te dis. À un moment donné, c'est ça qui arrive. Là. Il faut que tu sois capable de builder le combat et de le vendre. Mais Miocic n'est pas capable de faire ça. Là. Bref, si vous voulez savoir ce qui va se passer chez les poids lourds, surveillez Stipe Miocic. On est un peu dans le néant présentement, mais tout passe par lui. Ça, c'est pas mal confirmé. Demi-finale, Michael Chiesa contre Rafael Dos Anjos. Pas mal l'une des... Je pense que c'était la plus grande victoire de la carrière de Michael Chiesa. Ben oui. Lui, il n'était même pas classé dans le top 15. Puis là, il a battu lui qui était classé 5e. Ouais. C'est vraiment une grosse victoire pour lui. Il est allé... la recette parfaite pour battre Rafael Dos Anjos, c'est les 170 livres. Il l'a amené au sol, il a contrôlé au sol. Rien de très spectaculaire, mais... les 2 premiers rounds serrés, peut-être que Dos Anjos a même gagné le 2e. Là, je pense même selon certains juges, il a gagné, mais il est revenu fort au 3e puis il a dominé, donc il l'a pas volé. Là. Non, vraiment pas. Puis on va se dire, là, Rafael Dos Anjos,
depuis qu'il s'est fait knocker face à Eddie Alvarez, la chaîne a débarqué. Là. Ça va pas vraiment bien. Là. Puis là, je pense qu'il a gagné une fois à ses 5 derniers combats ou 4 derniers combats, quelque chose comme ça. 4 défaites à ses 5 derniers. Et là, Pas contre des pieds de céleri, mais bon. C'est vrai, mais lui non plus, ça n'est pas un pied de céleri. C'est ça qui arrive là, à un moment donné. Puis là, tu vois l'adversité, je comprends. Tu dis, mais regarde contre qui il s'est battu. Je comprends, mais lui, c'est un ancien champion du monde. Il a défendu son titre une seule fois, mais il l'a défendu quand même. Puis de toute façon, il voulait donner une deuxième vie à sa carrière à 170 livres. Là, tu vois, les 4 victoires, 4 défaites. Puis ces 3 victoires qu'il y a eu avant, ça remonte quand même loin. Là. Fait que là, dans ses 4 derniers combats, il en a juste gagné un. Puis c'est des dominations. Là. Il s'est fait dominer par Chiesa. Son dernier combat face à Leon Edwards, il s'est fait dominer pendant 5 rounds face à Leon Edwards. Puis, écoute, je sais pas, vouloir faire des ajustements, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Là. Est-ce qu'il va vouloir... Il est petit, probablement, pour être à 170 livres. Il n'y a pas les gabarits nécessaires pour tenir avec l'élite de cette division-là. On l'a vu contre Edwards, on l'a vu contre Covington, on l'a vu contre... il avait gagné contre Robbie Lawler, ça avait été un combat debout, mais aussitôt que ça va au sol contre des bons lutteurs de cette... Puis il y en a beaucoup là, des bons dans les 170 livres. Là. On va dire de quoi, là, qui est ça debout, là, c'est pas loin d'être une recrue. Là. On s'entend, là, puis il n'a jamais été capable de le pincer. De la manière qu'il rentre, qui est ça, là, il a gagné, il a lancé un défi à Covington. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Covington, on s'entend, c'est un très bon combattant, là, puis il a une bonne boxe, il frappe en volume. Il va falloir qu'il améliore sa boxe. Il va falloir qu'il améliore ses rentrées, là, parce qu'au sol, il n'y a pas de problème. Là. C'est vraiment très dangereux. Il y a un jiu-jitsu qui est propre à lui. Il y a un jiu-jitsu vraiment unique, agressif. Toujours, il va pour la soumission. Imprévisible, exactement. Sauf que ses entrées, là, c'est dangereux. Là, vraiment. Là. Il rentre la tête basse, il rentre tout croche. Ça marche, là. Je veux dire, je suis qui, moi, pour dire qu'il faudrait que ça améliore, mais c'est parce que ça a marché tellement bien. Mais si il se bat contre quelqu'un qui a un bon synchronisme, puis il décide juste de faire un petit pas en arrière, puis il relance 2-3 uppercuts, il va se faire pincer, là. Puis, en tout cas, si on le met contre Covington, moi, je pense que Covington va dominer aussi au bout du point, là. Je pense aussi. Mais pour en revenir à Dos Anjos, j'allais dire aussi que c'en est un gars qui bénéficierait d'une catégorie de poids 165 livres. Ça se parle pas beaucoup, ça se fera pas, mais les combattants la réclament depuis un certain temps, parfois de vive voix. Là, ça va par vague, là, mais quand ça revient, la division des 165 livres, un gars comme Dos Anjos, c'est parce que pour lui, c'est très, très, très difficile de faire 155 livres. Il en a parlé souvent de ses coupes de poids. C'était extrêmement difficile, mais à 170 livres, il n'est pas tout à fait là, comme je le disais, au niveau du gabarit pour être avec les meilleurs. Donc, à 165 livres. Mais bon, malheureusement pour lui, ça se fera pas. Aussi... En tout cas, on a un revirement de situation incroyable, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va décider. Est-ce qu'il va décider de redescendre à 155 livres pour essayer d'aller chercher quelques victoires aussi, là, tu sais. Oui, parce que là, ça va pas bien. Et pour Michael Chiesa, effectivement, j'ai hâte je vais vérifier si les classements ont été mis à jour, mais effectivement, il n'était pas classé et Dos Anjos était 5e. Donc, c'est sûr que notre ami Michael Chiesa va rentrer dans les classements. Oui, puis il a lancé un défi à Covington pour juillet, donc pendant le International Fight Week. C'est pas compliqué, il est rendu 7e. Ben oui. Mais... C'est correct aussi. C'est correct aussi. Puis là, tu regardes autour. Si c'est pas Covington, là, je regarde. Stephen Thompson est classé 6e. Damien Maia, ça pourrait être intéressant. Damien Maia se bat contre Gilbert Burns. Oui. Grappling Quest. C'est ça. Et si Maia perd, d'après moi, ça va être la retraite pour lui. Mais s'il gagne, peut-être qu'il se laisserait tenter par un autre combat contre Chiesa. Parce que Maia s'est jamais fait faire mal comme tel. Son style, il s'est jamais fait. Il a déjà eu des mauvais combats, mais vraiment, c'est fait mal vraiment beaucoup. Pas tant que ça. C'est pour ça qu'il est encore capable de se battre aujourd'hui. C'est ça. Donc Michael Chiesa, bref, puis il a fait la bonne chose. Il a dit, quand Cormier est venu pour faire l'entrevue, il a dit, regarde, c'est pas compliqué, je vais couper ça court l'entrevue. Colby Covington, on se voit en juillet. Ouais. Lui, la bonne façon là, de lancer son défi. Il ne faut pas que ça se perde dans le reste. Là. Il a dit, moi, je fais juste une affaire, c'est ça. Merci, bonsoir. Puis en entrevue après, il dit, c'est pas que j'aime pas Covington, c'est juste que je sais que c'est un bon combattant, mais ça va faire ressortir le meilleur de moi-même. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il continue à l'écœurer, à être arrogant. Là, ça a comme mettre, ça a fait, OK, pas vrai. Continue. Bonne chance, parce que s'il se mettait à partir dans une garde-moi de Covington, il n'est pas sorti du bois, ça, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé Alex Pereira.
Perez chez les 125 livres en fin de semaine aussi. Ouais. Victoire par soumission contre Jordan Espinoza. La division des 125 livres est intéressante aussi, là, une renaissance un petit peu. Hey, moi qui pensais que ça ne verrait pas 2020, c'est pas vrai, là, je me suis trompé. Puis moi, je les aime, les 125 livres. Là. C'est pas que je les aimais pas, mais c'est juste que je voyais aucun intérêt de l'UFC à vouloir promouvoir ça. Puis là, finalement, on arrive avec des bons combattants, des nouveaux combattants, Alex Perez. Puis Jordan Espinoza, je ne veux pas enlever le crédit à Perez, là, mais Espinoza, il a dormi pas à peu près sa tentative de soumission. Ouais. Il avait bien des chances d'enlever son bras et de se défendre. Comme devenu nonchalant, puis j'imagine qu'il connaît cette soumission-là, j'espère, à ce niveau-là. Mais je veux dire, il avait une chance d'enlever son bras de là parce qu'il a perdu par étranglement triangulaire avec le bras. Puis il y avait de la place, là. Puis il l'a laissé traîner là, puis Perez est revenu à la charge. Revenu, c'est ça. Puis il est allé chercher, il avait même lâché la prise un certain temps. Ouais. Puis là, à un moment donné, pour essayer de travailler sur d'autres choses, il s'est replacé un petit peu. Il a vu, le bras est encore là. Ouais, en plus, il a passé de la demi-garde de l'autre bord. Puis ça se passe bien vite là, dans l'octogone. Puis c'est pas je juge pas personne parce que moi tout ça m'est déjà arrivé de faire des affaires parce que ça allait trop vite. Des erreurs, ça arrive. Sauf que cette soumission-là n'est pas supposée de se passer de cette façon-là. Tu es supposé envoyer ton corps tout du même côté et d'y aller travailler en torsion. Mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a emprisonné le bras puis il a vraiment travaillé avec l'épaule pour aller chercher le choke. Mais si t'es pas du bon côté, pour le gars qui est en dessous, là, entre guillemets, c'est facile juste d'éloigner en poussant sur les hanches, puis de le ramener dans sa garde, puis être capable de tourner. Comme je dis, il a comme dormi sur la... Ben oui, il a dormi, parce qu'il s'est fait endormir. Mais il a comme tombé passif pendant 30 secondes. Il se passait plus rien. Je ne sais pas s'il s'est blessé, mais il était flat sur le dos. Il n'y a rien qui se passait. Puis ça a donné une chance à Perez qui est allé le chercher. Après ça, Jamal Hill, un gars de Dana White Contender Series, qui a battu Darko Stosic. C'est dans ce combat-là que Stosic a mangé des coups là, de façon... Il me semble que Hill a complètement dominé ce combat-là et il a tout fait sauf le finir. Là, oui, non, mais ça, juste, il est resté debout, puis là, on sait qu'il est capable de prendre un coup. Pour vrai, là, c'était assez spectaculaire. Puis, en tout cas, grosse victoire de Jamal Hill parce qu'il nous a démontré vraiment tout son talent. Il nous a démontré qu'il était durable aussi, qu'il était capable de garder le rythme parce que ça a été un bon combat pour vrai. Ça a été trois rounds assez remplis d'action. Hill qui est maintenant 7 victoires, aucune défaite. Battu un gars qui avait quand même qui était quand même 13-3 là, donc mais Stosic a mangé des coups là, puis c'était spectaculaire. Et puis revenir sur Arnold Allen, protégé du gymnase Tristar aussi, a bien fait ça, victoire par décision unanime contre Nick Lance. Mais t'aurais aimé peut-être en voir plus là, de Allen. Je regardais RDS puis tu disais toujours le jab passe, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui suive. Là. Exact. Il était timide, on dirait, dans ses attaques. Peut-être qu'il avait peur de la lutte de Lance, mais le jab touchait tellement bien. Il était tellement bien appliqué. Il n'y a rien qui venait par la suite. Puis à toutes les fois qu'il a mis quelque chose en arrière, je pense 3 ou 4 fois, il touchait, puis c'est là qu'il a ébranlé. Il a ébranlé 2 reprises Lance. Je ne sais pas dans son coin si on n'a pas fait les ajustements nécessaires ou c'est lui qui n'a pas compris. Mais à toutes les fois qu'il travaillait en combinaison, il touchait. Puis il a ébranlé 2 fois Lance quand il mettait une main arrière après son jab. Puis pour le TriStar, c'est une grosse victoire quand même. Ouais. Il me semble que ça fait un petit bout que les gars du TriStar cherchaient une victoire. C'est aussi avec Paras qui s'est fait passer le KO la semaine dernière. Semaine passée, Donc, bonne victoire. Puis Arnold Allen, c'était... Je pense que c'est sa plus grosse victoire en carrière à cause de l'expérience de Nick Lance. C'est la première fois qu'il affrontait un adversaire qui était aussi expérimenté. C'est ça. Puis ça, pour lui, ça va être bon justement pour sa propre expérience personnelle. Puis le Arnold Allen, présentement, se retrouve à 145 livres. Il est 15e maintenant. Il est rentré dans le top 15. Il n'était pas classé encore. En tout cas, il était sur le bord du top 15. Finalement, cette victoire-là lui a permis d'entrer dans le top 15. Donc, un nom à surveiller à 145 livres. Ouais. Arnold Allen. Et puis, la soirée a commencé. J'ai mentionné le nom de Gilbert Burns tantôt. Burns était sur place à Raleigh parce qu'il était dans le coin de son frère, Herbert, qui a commencé la soirée avec un KO percutant coup de genou à la volée. Et Burns, il est reconnu comme un spécialiste du jeu au sol, du grappling, du jiu-jitsu. Mais c'est vraiment finalement avec son striking là, qui est venu à bout de son adversaire. Un coup de genou venu de nulle part. Vraiment, là,
son adversaire commençait à y aller, puis à ouvrir, puis le coup de genou vraiment là, à piquer parfaitement, directement sur le bout du menton. Mais c'est vraiment là, ça venait de nulle part. Pour vrai, là, on s'attendait pas à ça, surtout pas de Burns qui, lui, on sait, là, il était vraiment très, très solide à terre. C'était son premier combat à l'UFC en passant. Oui, exact. Puis il a réussi à l'amener à terre, il a réussi à travailler sur des soumissions. Son adversaire a été quand même assez tough, là, pour vrai, là, pour garder, pour se sortir d'une coupe d'étranglement. Mais, wow, quelle rentrée en matière là, pour Burns avec ce call-là. Donc voilà, ça lui a d'ailleurs valu 50 000 un boni de performance. Alex Perez a eu un boni de performance pour sa victoire contre Jordan Espinoza. Et Brett Jones contre Tony Gravely. Jones l'a emporté aussi. C'est Jones, le Gallois, qui est sorti gagnant de ce combat-là par étranglement arrière, mais les deux combattants ont eu 50 000 $. Donc voilà pour l'UFC Raleigh. Une bonne carte, effectivement, qui va mettre la table. En fait, il n'y a pas de gala de l'UFC cette semaine. Fin de semaine du Super Bowl, mais ça reprend de plus belle avec l'UFC 247 la semaine suivante. Je pense que c'est la première fois depuis que je décris des combats qu'il n'y a pas de UFC pendant le Super Bowl. C'est vrai, hein? C'est la première fois qu'il n'y a pas de UFC. Là, tant mieux. On pourra écouter je vais être très reposé pour écouter le Super Bowl. C'est ça, exactement. Mais souvent, c'est ça, c'est une grosse fin de semaine de sport. On essaye de capitaliser là-dessus d'habitude le samedi soir. Mais effectivement, cette année, on a pris un chemin différent. Parlons de Bellator 238. Pourquoi? Parce que, d'une part, très bonne carte, beaucoup de bons combats, mais des gros noms aussi. C'était les débuts attendus de Christian Giustino à Bellator. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir rapidement sur son divorce de l'UFC. Disons qu'après, elle a mis fin à son contrat l'été passé contre Felicia Spencer avec une victoire, mais clairement, il n'y avait ni d'un côté ni de l'autre, il y avait vraiment envie de continuer. Ça a sonné pas mal le glas de la division des 145 livres à l'UFC, des poids plumes. Mais ça a pris quoi, une semaine, même pas, que Scott Coker de Bellator a fait comme OK, viens ici, on te signe, merci, bonsoir. Ouais. Parce qu'il y en a une division des 145 livres chez Bellator et Chris Cyborg à son premier combat de championnat. C'était la chose à faire. Oui, exactement. C'est la première, c'est la seule, dans le fond, des combattantes qui a eu 4 ceintures dans 4 organisations majeures. Ouais. Donc, on a Invicta, l'UFC, Strikeforce et maintenant Bellator. Et Bellator, exact. C'était contre Julia Budd. Ouais. Et il y a une chose que moi, je veux dire là-dessus. Vas-y. Moi, je suis très, très content quand j'ai vu les bourses. Ouais. Les deux ont fait 350 000 Julia Budd et 250 ou 275 pour Cyborg. Good. Je suis content de voir que ces femmes-là ont été payées autant que des autres. Et sauf erreur, c'était les deux combattantes, hommes ou femmes, là, sur la carte qui avaient la plus grosse bourse. Là. Et peut-être Juan Archuleta, l'ancien champion, était peut-être, je pense qu'il y avait 500 000, mais bref, elles étaient très bien compensées là, effectivement. Mais l'autre, en contrepartie de tout ça, c'est que tu regardes, puis il y a des gars qui sont payés 2000, 3000. 1250. Ouais, c'est ça. 1250 $ pour te battre à Bellator, ça, c'est rire un petit peu du monde. C'est pas beaucoup. Mais au moins, c'est ça. Les vedettes étaient bien compensées. Comment ça s'est passé? Très, très bon combat. Budd, on en parlait la semaine passée, une fille tough. Là. C'est une Canadienne. On la connaît pas beaucoup ici parce que c'est toujours battu soit à Strikeforce, soit à Bellator. C'est jamais battu à l'UFC, mais elle n'avait pas perdu depuis 2011 contre Ronda Rousey ou 2012. En tout cas, ça faisait 7 ans là, pratiquement qu'elle n'avait pas subi la défaite. Elle était la championne chez Bellator, championne inaugurale à la division des poids plumes depuis 2014. Et Cyborg, on le sait qu'elle a une force de frappe assez incroyable. Ouais. Et Budd a réussi, a encaissé pas mal de coups. Là. Ça s'est terminé au 4e round. Une droite au corps, là, au plexus, là, au foie, là, qui a fait plier Budd. Là, mais avant ça, Budd a tenu vraiment son bout. Mais Cyborg n'était pas là pour... était pas dans le touriste. Tu voyais qu'elle était affamée. Puis la manière dont ça s'est terminé, là, c'est une pluie de 50 coups, je pense. Les deux mains, ça sortait. Puis t'as vu que Cyborg, lorsqu'elle a vu qu'elle a blessé Budd, là, qu'elle était vraiment prête, là, c'est un finisher, là, c'est ça. Là. Un requin qui boit du sang. Là. Elle est allée, puis écoute, elle a lancé tout ce qu'elle avait là, jusqu'à temps que l'arbitre s'interpose. Mais encore une fois, écoute, c'est sûr que le monde va tout le temps dire que
il n'y a pas beaucoup de compétition à 145 livres, elle est tout seul. Peut-être. Sauf que, tu sais, il faut que tu lui donnes le crédit pareil à Cyborg. Cyborg a été dans toutes les organisations, il est devenu champion de toutes les organisations. Peu importe. C'est jamais fait prendre pour dopage, même si durant toute sa carrière, beaucoup de soupçons ont plané sur elle. Sauf erreur, elle s'est jamais fait prendre. Là. Donc, écoute, j'ai un doute là-dessus, là, mais... Peut-être avant d'arriver à l'UFC, il y a eu quelques années un peu plus nébuleuses. Oui, j'ai un doute là-dessus. Faudrait vérifier, mais du côté de Cyborg, il faut lui donner ce qui lui revient. Là. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, quand même, là, il a été champion dans les 4 plus grandes organisations, à l'exception du Pride, on s'entend, là, mais qui ont existé en Amérique. Donc, écoute, c'est quelque chose. Puis là... Le monde revient tout le temps. C'est sûr que Scott Coker dit que c'est le GOAT, the greatest ever, parce qu'à cause justement de ces 4 ceintures-là. Il ne faut pas oublier qu'elle s'est faite complètement défoncer par Amanda Nunes. Donc, tu sais, Amanda Nunes, c'est sûr que je vais la mettre en avant d'elle. Mais si on regarde le parcours de réussite, tu ne peux pas dénier que c'est une grande athlète. Tu mets Nunes devant Cyborg sans hésitation, juste basé simplement sur cette victoire-là qu'elle a contre elle? Écoute, à 135 livres, il n'y a personne qui a jamais battu Nunes. Hein. Je veux dire, depuis qu'elle est arrivée, là, elle a battu Holly Holm, elle a battu Ronda Rousey, elle a battu Miesha Tate, elle a battu 3 anciennes championnes du monde. Elle est allée battre Cyborg dans moins d'1 minute pour aller chercher le titre à 145 livres. T'sais, moi, je vais mettre Amanda Nunes, puis il ne faut pas se fier à sa dernière performance parce que c'était assez pénible. Là. Mais moi, je pense qu'Amanda Nunes, elle est de beaucoup meilleure que Cyborg. Mais quand on regarde le parcours quand même là, de Cyborg, écoute, il ne faut pas devenir aveugle non plus pour voir que c'est une grande athlète. Là. Mais tu sais, Cyborg a 2 défaites. Une contre Amanda Nunes, l'autre en tout début de carrière. C'est son premier combat professionnel au Brésil. Nunes a 4 défaites. Kat Zingano, Sarah Del Lelio, Alexis Davis. Et ça, c'est par KO. Contre Kat Zingano, c'est par KO. Et contre une fille qui s'appelle Anna Maria par soumission. Elle aussi, son premier combat. Bon, donc, mettons qu'on enlève sa première défaite. Elle a quand même perdu contre des filles qui étaient dans des organisations majeures 3 fois. Moi, je trouve que le débat peut être intéressant. Hein, ou Nunes versus Cyborg. Cyborg a testé positif. Là. Elle a testé positif en 2011 pour des stéroïdes anaboliques. Là. C'est ça, je me semblais aussi. Ouais. Donc ça, c'est une tâche à son dossier, c'est sûr. Écoute, c'est un débat. Je pense que c'est plus un débat qui t'aime le plus entre les deux parce que il y en a une qui s'est fait défoncer par Amanda Nunes, sauf que si tu regardes son parcours, encore une fois, je me répète, mais combien de personnes, elle a défoncé aussi? Ah, ben oui, 100%. Sauf que tu regardes. Encore une fois, je recommence avec la qualité des adversaires. Ouais. 145 livres, beaucoup moins de qualité d'adversaire qu'Amanda Nunes a battu à 135 livres. Oui, je suis un peu d'accord, effectivement. Puis pendant tellement longtemps, personne ne voulait affronter Chris Cyborg. Ouais. Elle avait cette aura dans ces années-là, 2011, 2012, 2013, avant de faire son entrée à l'UFC, alors que l'UFC ne voulait pas la signer. Les gens disaient moi, je ne me bats pas contre une dopée. Puis je me bats pas contre une dopée. Puis effectivement, là, parce que c'est à ce moment-là là, qu'elle avait cette aura d'invincibilité. Là. Mais elle a quand même battu, c'est ça. Quand tu bats des filles comme Kat Zingano, pas Kat Zingano, mais tu bats Gina Carano, des Marlis Conan, des pionnières. Des pionnières, mais elle était en fin de carrière. Là. Je suis même pas sûr que ça ait tenté encore de battre Gina Carano quand ils se sont battus, mais oui, elle l'a brasé. Donc, faites-vous votre propre opinion, mais c'est intéressant. Chris Cyborg, et sa carrière n'est pas finie. Elle a fait qu'elle a débuté du côté de Bellator. Et on voyait qu'elle était très, très, très satisfaite de ce 4e titre. Quelque chose qui n'a jamais été accompli dans l'histoire des arts martiaux mixtes. On va passer rapidement sur les autres combats qui nous intéressaient. Darian Caldwell contre Adam Boric. Ça, c'est le fameux tournoi des poids plumes, des 145 livres. C'était le 2e duel quart de finale. Ouais. Il va aller rejoindre AJ McKee, qui est une... c'est Caldwell qui l'a emporté là, en passant. Quand même, pas dire une surprise, mais on s'attendait plus à une victoire de Boric. Je pense que Boric est un jeune extrêmement prometteur. Ouais. Depuis qu'il a battu Aaron Pico, là, il l'a complètement détruit, sauf erreur. On le voit comme
prochaine vedette, une des prochaines vedettes des arts martiaux mixtes à 145 livres, toute organisation confondue. Là, Boric qui s'est fait passer une soumission par Darian Caldwell, qui n'est pas le dernier venu non plus, ancien champion à 135 livres de Bellator. Donc, lui va aller rejoindre AJ McKee en demi-finale du tournoi chez les 145 livres. Et je disais, avant qu'on fasse le podcast, que Darren Caldwell, c'est un gars qui est habitué de faire gager contre lui, si tu veux, d'être le négligé, c'est ça. Parce que lorsqu'il était à l'université, une petite université, North Carolina State, dans son tournoi à la lutte, NCAA, il avait battu le gars qui était censé tout gagner, le gars qui était classé numéro 1 au pays, qui avait gagné le trophée du meilleur lutteur de sa catégorie dans la NCAA. Et Caldwell l'avait battu, ce gars-là, pour aller ensuite gagner le championnat national. Donc, et là, est-ce qu'il va répéter cet exploit-là chez Bellator? Il est rentré un petit peu par la porte en arrière, il est monté de catégorie, et là, finalement, grosse victoire et tente de causer la surprise. Donc, un nom à surveiller si ça vous intéresse, ce tournoi-là chez les 145 livres. Sergio Pettis, Pat, début à Bellator, il a bien fait ça. Je pense que Pettis, c'était la chose qui lui prenait d'aller ailleurs que son frère. Depuis qu'il est arrivé, c'était le frère de l'autre. Toujours le petit Ça a frère. toujours été le frère de l'autre. Toujours le frère de... Même si Pettis a eu des montagnes russes, puis là, il est rendu en bas. Écoute, ça a toujours été ça. Puis là, il était capable d'aller ailleurs puis d'être Sergio. Et non pas le frère de Anthony. Et je pense que ça l'a complètement libéré de beaucoup de pression. Puis il est arrivé, il a fait une belle victoire par soumission, là, vraiment. Puis je pense que ça va lui donner un élan. Puis il était heureux. Hein, tu vois, on dirait que c'est tellement de la pression qui est sortie de là. Puis, encore une fois, je pense que être le frère de l'autre dans la même organisation, qui n'était pas aussi spectaculaire que son frère. C'est ça, c'est vrai. Fait qu'il y avait toujours des comparaisons, c'était pas le fun. Fait que je pense que ça, c'est un move pour lui qui va être bénéfique. Et là, ce gars a passé la majorité de sa carrière à 125 livres à l'UFC. Vers la fin, il était monté à 135 livres à cause de l'incertitude entourant les poids mouches à l'UFC. Mais là, chez Bellator, se bat à 135 chez les poids coqs. Et puis, et a réussi son entrée en matière là, avec un ça finit en soumission, là, mais il l'a brassé debout. Là. Il l'a quasiment gagné 2 fois. Ouais, c'est ça. Puis il a passé une soumission. Et on parle déjà d'un éventuel combat de championnat pour Sergio Pettis à Bellator. Et Aaron Pico, j'en parlais un petit peu plus tôt, il était sur cette carte-là. Pico, en fait, là, c'est un gars qui a seulement 23 ans, mais qui, il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, était considéré comme le meilleur espoir en arts martiaux mixtes. On n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Ça allait devenir la nouvelle super vedette, le meilleur combattant de l'histoire, tout poids confondu. On nous l'avait vendu comme la 8e merveille du monde. C'est pas compliqué. Et là, 2 défaites très, très, très difficiles. 2 knockouts. Sévères. C'était contre Henry. J'ai dit tantôt, c'était Alan Burris. Il a perdu contre Alan Burris. Oui, c'est Alan Burris, son dernier. Son dernier. Fait knocker. Et il avait perdu contre Henry Corrales aussi. Et là, finalement, le hype train, là, comme on dit, là, a un petit peu... s'est arrêté brusquement, a pogné un mur. Et là, Pico, il a aujourd'hui 23 ans, est revenu de ses 2 KO dévastateurs. Et là, une grosse performance. Une grosse performance. Ouais. Il a passé le KO à Daniel Carey, qui est pas... Et là, on parlait vraiment d'une baisse drastique au niveau de la compétition, par exemple, en 20 semaines. Là. Oui. On voulait pas prendre de chance. Et personne s'en est caché. Il dit, regardez, là, on sait que le petit gars a un potentiel. On a probablement voulu aller trop vite avec lui. Ouais. Mais là, il faut le rebâtir. Et ça a commencé avec cette victoire-là. Exact. Puis écoute, il a livré la marchandise. Puis ça va peut-être leur remettre sur le chemin de la victoire, de la confiance aussi. Peut-être autant de confiance qu'il y avait comme avant. Mais tu as tout à fait raison. Si on le bâtit, si on fait attention à lui, on le bâtit comme il faut, il pourrait devenir une très, très grande vedette, Aaron Pico. Mais c'est difficile quand même, la pression que ce gars-là avait. Là, je sais pas comment il a vécu ça. Je sais pas si c'est ça qui explique ses contre-performances, mais quand tu arrives en disant tu ne perdras jamais... les gens disent ce gars-là ne perdra jamais un combat de sa vie, puis dire de quoi ça... On a vu ce que ça a donné, mais bref, le jeune Pico américain a retrouvé le chemin de la victoire. Yep. OK, j'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. On en a parlé brièvement en début d'émission, mais bon, et je vais commencer par expliquer aux gens qui n'ont peut-être pas suivi ou qui ne lisent pas ce qui se passe chez nos amis américains, mais vous savez qu'il y a 2 semaines, c'était l'UFC 246, un des galas les plus attendus, le grand retour de Conor McGregor. Et c'est un gros show. C'était un très, très, très gros gala.
Et le diffuseur ESPN a fait les choses en grand, envoyé beaucoup d'équipes sur place. Vous savez que depuis qu'on a les droits de l'UFC du côté d'ESPN, on met le paquet, on veut que ça devienne une grosse propriété, on investit beaucoup d'argent là-dedans et on veut que les gens qui ne sont pas nécessairement des fans finis de l'UFC ou des arts martiaux mixtes s'intéressent à ce sport-là. On veut élargir vraiment le public des arts martiaux mixtes. Pour ce faire, entre autres, on avait envoyé une de nos vedettes sur place, un gars qui s'appelle Stephen A. Smith, qui a une émission quotidienne à ESPN qui s'appelle First Take. Un gars qui essentiellement est un journaliste, mais qui est un ancien journaliste, un ancien reporter, mais qui aujourd'hui fait de l'opinion. Pas plus compliqué que ça. Il donne son opinion sur tous les sujets sportifs. Puis il y a un show avec Max Kellerman, qui est un gars incroyable, qui a des connaissances incroyables au niveau de la boxe. Mais ces deux gars-là parlent de tous les sports, sur football, basketball, baseball. Pas beaucoup de hockey, là, on va se le dire, mais pas beaucoup non plus de sport de combat. Mais bref, on lui demande... Et le gars est très coloré, si vous me permettez l'expression. Il a des opinions très tranchantes. Et il donne un show. Il est divertissant. Faut pas y enlever ça. Bref, ce qui est arrivé, c'est qu'on a demandé... Du côté d'ESPN, on a envoyé Stephen A. Smith sur place à Las Vegas pour assister au gala entre Cowboy Cerrone et Conor McGregor. Et tout de suite après, à show, on lui a demandé de donner son opinion avec Joe Rogan, qui est l'analyste officiel de l'UFC. Et disons que Stephen A. Smith n'a pas été très tendre envers Cowboy Cerrone. Il a dit, en gros, qu'il était extrêmement déçu du combat, qu'il était extrêmement déçu de la performance de Donald Cerrone, parce qu'il a dit... ce gars-là n'est pas capable de performer dans les grands moments. Et il a simplement abandonné. Qui n'était pas prêt. Il a dit, en 40 secondes, il n'a absolument rien donné. Il n'était pas prêt. Et il a abandonné carrément dans l'octogone. Il a dit que c'était un quitter. C'est ça. N'en fallait pas plus pour que les amateurs d'arts martiaux mixtes... Et là, on parle quand même de Donald Cerrone ici. Le gars a énormément de records de l'UFC, le plus de combats, le plus de victoires, le plus de victoires par avant la limite. À part d'être champion, il y a toutes les autres. Ou presque, en tout cas. Et là, de dire d'un gars qui arrive un peu de nulle part, selon certains, dire ce gars-là, il a abandonné, c'est un quitter. Les gens n'ont pas pris ça, n'ont pas pris ça tendrement, surtout les fans finis. Ouais. Et là, on lui a dit, regardez, ça n'a pas de bon sens. Joe Rogan en a rajouté après, il a dit, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là, qui connaît absolument rien des arts martiaux mixtes, vienne donner son opinion. Ça aide pas du tout la cause du sport, à faire grandir le sport. Qu'est-ce que tu penses de toute cette... Ben, je pense, pourquoi que ça a tellement choqué, c'est parce que justement, c'est une opinion personnelle. Parce que c'est pas un gars du milieu, c'est un gars qui a été invité là. C'est pas un gars qui suit les arts martiaux mixtes depuis très longtemps, depuis toujours. Il s'attaque à Cowboy Cerrone aussi. C'est sûr qu'il fallait s'attendre à avoir des représailles si tu t'attaques à un monument, une légende comme Cerrone de la sorte. Et on va dire que ce gars-là, c'est un quitter. Il y a des personnes que tu peux pas attaquer comme ça en public, même s'ils viennent de perdre. Écoute, c'est des choses que, en tout cas, moi personnellement, que tu peux pas dire si tu viens pas de ce milieu-là. C'est plus une opinion personnelle qu'une opinion d'information. Et si tu es prêt à dire ton opinion personnelle, ben il faut que tu sois prêt à en entendre les conséquences aussi des autres qui ont leur opinion personnelle aussi. Puis là, ça a fait une grosse boule de neige. Tout le monde s'en est pris à ce gars-là. Ce gars-là a répondu sur les réseaux sociaux par la suite de manière très, très, très prompt, de manière... mais ce gars-là, il n'est pas dans la nuance. Là. Non, exact. Donc, écoute, c'est du cas par cas, je pense. Moi, j'ai pas aimé... Personnellement, j'ai pas aimé de la manière qu'il a parlé de Cerrone, parce que c'est une opinion personnelle, puis il connaît sûrement pas toute son histoire. Il s'est sûrement fait dire par quelqu'un que dans des grands combats, ben, il choquait. C'est la vérité. C'est plate, mais si vous n'aimez pas ça l'entendre, c'est vrai, c'est la vérité. On regarde tous les grands combats de Cerrone, sauf qu'il y a une manière peut-être de le dire, à la place de dire que c'est un lâcheur ou que c'est un quitter. Je pense que c'est ça le problème. J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là et plusieurs personnes, journalistes, experts, analystes ont donné leur opinion à ce sujet-là. Et je veux vous partager celle de mon ami Aaron Bronstetter, journaliste de TSN, confrère à nous. Un gars, si vous ne le connaissez pas et si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, un gars qui a des connaissances incroyables en arts martiaux mixtes,
un gars qui fait ses devoirs, un gars qui fait des entrevues aussi incroyables. Tellement préparé, ce gars-là, et son opinion qu'il a donnée sur Stephen A. Smith, sur tout ça, je vais vous la partager parce que ça rejoignait pas mal ce que je pensais. Et je l'ai traduit rapidement là, avant d'entrer en onde. Ce qu'il a écrit sur Twitter. Il dit « Le rôle de Smith n'est pas d'offrir une analyse informative et éclairée. Il est là pour donner son opinion et se donner en spectacle. » Ce que je vous disais un petit peu plus tôt. De nombreux amateurs de sport qui ne suivent pas normalement les arts martiaux mixtes ont regardé cet événement-là, l'UFC 246, parce que c'était un gala extrêmement populaire. On savait que c'était pas juste les fans de Philly qui allaient le commander. Là. Il y a 2 millions de personnes, donc c'est pas tout le monde. C'est Conor. C'est Conor. C'est pas tout le monde qui suit de semaine en semaine tous les combats qui allait regarder ça. Donc, mettre Smith en onde à ce moment-là, c'était une façon pour ESPN de donner de l'importance à cet événement-là et de capitaliser sur la grosseur de l'événement. Il dit l'UFC veut prendre de l'expansion. Le partenariat avec ESPN est une excellente façon d'y arriver. Comme Smith n'est pas là pour les fans finis, mais il est là pour l'amateur de sport moyen. Donc, ce commentaire-là qu'il a fait après le combat à show, ça ne s'adressait pas à toi, ça ne s'adressait pas à moi, ça ne s'adressait pas probablement aux gens qui écoutent notre podcast, ça s'adressait à monsieur, madame, tout le monde. En guillemets, Aaron utilise l'expression Joe Public. Les gens qui normalement ne le regardent pas. Ah, c'est Conor, ça me rend curieux. Et Smith était là pour ça. Et puis il finit en disant son style tranchant peut en déranger certains, mais avant de vous offusquer de ses opinions, rappelez-vous que votre rage est son capital. C'est là-dessus qu'il bâtit sa carrière. C'est vrai. Ce gars-là est payé pour déranger. Mais si ces commentaires-là étaient pour... Puis son but, c'était peut-être déranger. Puis lui, là, il rit dans sa barbe après. Quand la caméra, là, quand la petite lumière sur la caméra s'éteint, là, lui, il est mort de rire. Là. Il se donne une tape dans le dos. Il dit « Je viens de faire ma job. » Les gens vont en parler. Mais tu sais, si ce commentaire-là était pour les Joe Bottan puis qui sont pas des fans de l'UFC puis qui sont pas des fans de combat à tous les jours, ben, tu peux pas dire des choses comme ça sur Cerrone. C'est pas ça son histoire, c'est pas ça sa legacy, c'est pas ça son héritage dans le sport. Donc, moi, j'écoute le UFC une fois de temps en temps. La seule affaire que j'entends, c'est que ce gars-là, c'est un quitter puis que c'est un lâcheur. Puis je connais pas toute l'histoire, je connais pas tous ses records, je connais pas... C'est ça qui me dérange un peu plus, moi. À part, tu sais, le gars, il est là pour donner son opinion, il est payé pour ça, je comprends. Mais... il dit ça à la TV nationale. Là. Fait que oui, il y a du monsieur, madame, tout le monde qui écoute, mais t'as du monde qui écoute ça aussi, là, qui connaissent ça. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont réagir. Là. On est d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi que la façon de transmettre le message est pas importante. Il faut pas. Il y en a qui sont plus posés. Lui, sa job, c'est le contraire de tout ça, c'est de déranger. Mais de dire des mensonges, de fabriquer des faits, de dire des mensonges et de dire des demi-vérités, c'est vrai que c'est là où ça devient plus grave. Hey, moi, et de dire que... Et ça manquait clairement de compréhension du sport parce qu'il n'y a pas un combattant qui va aller... Qui quand la cage se ferme, qui va là puis en disant « je vais abandonner ». Ces gars-là mettent tout là. Tout leur corps, toute leur âme dans l'octogone. Je prends un autre exemple. Moi, je vais décrire le hockey. Là. Puis là, Carey Price fait compter 2 buts. Là. Puis là, je dis à gaffe, ça ne tente pas. Là. Ça ne tentait pas d'arrêter cette époque-là. Ça ne tente pas à soir. Puis il a jeté à la serviette déjà. Pour la saison, c'est fini. Là. Et bon, ils vont me faire ramasser. Là. Par des partisans, par du monde qui connaissent l'histoire de Carey Price. Puis qui connaissent... Fait que je viens pas de ce sport-là, mais je vais donner mon opinion personnelle. C'est sûr qu'il faut que je m'attende à me faire rentrer dedans aussi si je dis des affaires qui sont juste à la surface. Pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est un peu là-dessus que pour moi, ça m'a dérangé parce que c'était tellement... C'était tellement juste à la surface, puis Cowboy Cerrone, c'est beaucoup plus que ça. Même si on sait tous que dans des combats importants, il y a de la misère à performer, mais il reste que c'est pas juste ça, des Cerrone. Je pense que tout... Puis en passant, je suis d'accord avec le fait que ce gars-là commente les arts martiaux mixtes. Il y a une carrière de pratiquement 30 ans dans le monde du sport. Avant d'avoir créé ce personnage-là, il a couvert différents événements sportifs. Non, puis il l'a dit après dans son explication, il dit « Je suis pas un spécialiste, là, et je prétends pas l'être non plus, mais je considère quand même que j'ai un œil assez averti pour vous partager le fait que j'ai l'impression que Cowboy Cerrone a connu une contre-performance. Il dit pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que McGregor a connu une contre-performance. De là à dire qu'il a abandonné,
y a un pas peut-être qu'il aurait peut-être pas dû franchir, mais il faut se l'admettre. McGregor, quand tu te fais planter pendant 40 secondes, quand tu as le nez. C'est ça, Cerrone. Quand tu as le nez cassé à peu près à 20 secondes du combat, oui, beaucoup de crédit revient à McGregor, mais peut-être que. Peut-être que la préparation, c'était vraiment pas sa soirée. On l'a tout vu, puis on a tout dit la même chose. Écoute, il s'est fait surprendre peut-être par l'agressivité de McGregor au début. Moi, je pense encore une fois que quand il s'est penché au début de la grosse gauche, il s'est frappé à la tête sur la cuisse, puis il a été ébranlé là-dessus, puis il a gelé sur place. Peu importe. On vient toujours à la même chose, dans un cul-de-sac, à toutes les fois qu'il y a un combat important, Cerrone ne performe pas. Ça, c'est plate, mais ça va lui coller à la peau toute sa vie, toute sa carrière. Mais est-ce que c'est juste ça, Cerrone? Non. C'est juste là-dessus. Effectivement. Donc, et en passant, Conor McGregor a réagi aussi à cette controverse-là. Il a dit Cowboy, c'est tout un combattant. Il a dit, un peu comme on vient de dire, là, que c'était beaucoup plus que ces 40 secondes-là dans l'octogone ne représentaient pas du tout la carrière de Cowboy Cerrone, que c'était une légende du sport. Il a demandé à Stephen A. Smith de s'excuser. Mais soyez sûr d'une chose, ce gars-là va jamais s'excuser. Bon, non. Jamais. Lui, il back qu'est-ce qu'il dit. Puis écoute, probablement... là-dessus, il faut que je donne un respect pareil. Là, il a dit quelque chose, puis il va le tenir jusqu'au bout. Peu importe la controverse. Écoute, it is what it is. Et probablement qu'ESPN va aller le remettre. Ça va pas refroidir les ardeurs, parce que là, c'est ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Exact. Sur les différents messages, les différents extraits sur les plateformes sociales, ça a explosé, ça a été viral ou presque. Et ce gars-là va continuer de donner son opinion, va continuer de commenter le sport, tous les sports pour ESPN, parce que c'est une des plus grandes vedettes du réseau. Donc, on va terminer ça avec pas beaucoup de nouvelles, en fait. J'en ai noté une dans l'actualité des arts martiaux mixtes. Des annonces de combat. Cyril Gane, on connaît son prochain adversaire et la date de son prochain combat, c'est contre Shamil Abdurakhimov à l'UFC 249. Le 18 avril. Ça, c'est en sous-carte de Tony Ferguson contre Habib Nurmagomedov. Donc, pour Cyril Gane, belle vitrine. Là, pour lui. On ne sait pas encore s'il va être sur la carte principale ou la sous-carte sur les ondes de RDS2, mais intéressant pour lui. Là, continue son ascension. Il est en quête d'une 4e victoire à l'UFC. Exact. Puis, toujours resté invaincu. Écoute, son adversaire, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Ça va être son plus gros combat en carrière en arts martiaux mixtes, c'est sûr. Mais je pense qu'il va passer à travers. Son adversaire, Abdurakhimov, il est trop lent. Il est trop lent, trop flat-foot. Il n'est pas assez rapide. Si Cyril, il va in and out, travailler avec son bon Muay Thai, je pense qu'il va le finir. Il va le tabasser pour voler. Parce qu'il ne sera pas capable de suivre le rythme de Cyril Gane, c'est sûr. Abdurakhimov, vous voyez, il a perdu. Il a quand même 3 victoires à ses 4 derniers combats, mais il a perdu son dernier combat au mois de septembre contre Curtis Blade, justement, qui se battait cette fin de semaine. Il a des défaites. Veux-tu que je te dise pourquoi il se bat contre un gars qui a perdu son dernier combat sur le gant, même s'il est invaincu? Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un qui veut se battre contre Cyril Gane. Non. Tout le monde essaie de l'éviter parce qu'on parlait de notre nouvelle génération tantôt avec Curtis Blade. Cyril Gane, là, super léger, il bouge comme un gars de 155 livres, il est fort, puis il est bon au sol aussi. C'est un super bon gars, 2 fois champion de France de Muay Thai. Écoute, il n'y a personne qui veut l'affronter parce que c'est un newcomer, il est invaincu, super bonne forme physique. C'est des poids lourds comme ça, il n'y en a pas présentement. Puis ça commence à s'en venir, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est le total package, comme on dit dans le monde du sport. Donc, Cyril Gane, retenez cette date-là, 18 avril. Vous serez nombreux à l'écoute, ça c'est sûr, parce que c'est un gros gala. C'est le gala de Brooklyn. Je vous rappelle qu'il va mettre en vedette Habib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. À date, ce combat-là est intact. Donc, on va espérer que ça reste comme ça. Il y a un autre gala, un autre combat qui a été annoncé. C'était Glover Teixeira contre Anthony... J'ai un blanc, là, évidemment. Celui qui a perdu contre John Jones, il y a Anthony Smith. Voilà, Lionheart. Smith, ça c'est au mois d'avril du côté du Nebraska. J'ai une autre nouvelle. Attention. Corinne Framboise qui se bat à Abu Dhabi samedi. Abu Dhabi? Abu Dhabi, exactement. Vendredi. À Abu Dhabi, là-bas, dans un gros gala. Ils sont arrivés hier là-bas. Si vous voulez regarder le combat, vous pouvez le regarder. Là, le site, là, je vais vous le donner. C'est www.mmatv.co.uk.
Donc, si vous voulez regarder ce combat-là, ça va être à partir de 9h vendredi matin. Pat va mettre ça sur son Twitter et sur ses médias sociaux. Donc, si vous voulez encourager Corinne Laframboise, la Québécoise, qui se bat à Abu Dhabi contre une Suédoise là-bas, qui est 4 victoires, une seule défaite. Donc, un gros combat pour la Québécoise. En arts martiaux mixtes à Abu Dhabi. Ouais. Comment elle a eu ce combat-là? Ah, écoute, si je peux me permettre, c'est beaucoup grâce à Fabio. Fabio a des bonnes connaissances un petit peu partout dans le monde. puis c'est ça. Puis écoute, elle se bat là-bas, un combat quand même assez important face à une Suédoise qui est très, très bonne. Donc, si vous attendez de l'encourager ou de regarder le combat, sur le site que je viens de vous nommer, dès 9h vendredi matin. Vendredi matin, à cause du décalage horaire du côté d'Abu Dhabi. Bonne chance à Corinne, mon Dieu. Je n'étais pas au courant, mais on va lui souhaiter bonne chance. On va regarder ça et peut-être qu'on aura la chance de lui en parler la semaine prochaine ou en tout cas à son retour. Merci beaucoup, Pat. Très intéressant. Yes, merci beaucoup, tout le monde. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de gala UFC en fin de semaine sur les ondes de RDS. Ça reprend à l'UFC 247 samedi dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez rattraper nos émissions, nous écouter sur le rds.ca /balado diffusion sur l'application RDS, sur toutes les plateformes où vous écoutez vos balados diffusion. Également, vous pouvez vous abonner à l'application iHeartRadio. Tous les podcasts, tous les balados de RDS et de Bell Media s'y retrouvent. Donc, on est facile à trouver dans la cage. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. À bientôt. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.